Allô. Comment allez-vous? Ah bon, mais écoute, on va simplement parler un tout petit peu. Ça, c'est simplement l'information dans le contexte général. Tshisekedi Tshilombo Félix, béton en foufou. Vous avez entendu là-bas. Les députés du Zaïre sont payés à 21 000 dollars le mois. 21 000 dollars le mois. C'est vraiment l'insulte aux Zaïrois. C'est inimaginable. Et les Zaïrois doivent vraiment se révolter là-bas. Celui que vous appelez Fatih le béton en foufou. Il est venu pour se servir. Se servir avec les gens autour de lui. Hein? Fatih le béton. Les députés du Zaïre. 21 000 dollars par mois de salaire. Dollars américains. Comprenez ça, chers amis? Polémique enflamme la toile en RDC depuis plusieurs jours. Les députés ont-ils vu leur salaire être rehaussé en juillet à 21 000 dollars américains par mois, et ce, lorsque 70% de la population congolaise n'en perçoit que 60? Élément de réponse avec Trésor Kimalunga. Les députés congolais, depuis plusieurs années, sont grassement payés. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est ce débat sur le salaire de députés congolais. Donc, c'est difficile de confirmer les chiffres parce que les chiffres évoluent selon qu'on se trouve à la fin de la session. Parce que là, on ajoute d'autres rubriques. Donc, il y a cette histoire de réserve parlementaire pour permettre à ce que les députés qui vont en vacances parlementaires puissent avoir un peu plus de revenus pour subvenir aux sollicitations de leur base, des citoyens de leur circonscription qui viennent frapper à leur porte pour demander des aides. Donc, les salaires de députés congolais c'est cette manie d'évoluer avec le temps. On parle en tout cas autour de 19 000 et parfois même ça peut atteindre 25 000 dollars américains. Alors, ces informations rapportées par Trésor Kibangula ont commencé via une phrase choc de Martin Fayoulou qui s'est dit choqué d'apprendre cette hausse du budget pour les députés nationaux. Il parle d'une violation flagrante de la loi budgétaire et de corruption à grande échelle par le braquage des caisses de l'État. Il suggère ainsi la démission du bureau de l'Assemblée nationale et l'annulation immédiate de cette augmentation qu'il qualifie injustifiée. À titre de comparaison, si vous êtes un député européen aujourd'hui, votre salaire mensuel est à peu près de 7 000 dollars, soit 2,8 fois plus que l'européen moyen. Par contre, en RDC, avec ce passage à 20 000, à 20 000 dollars mensuels, c'est donc 333 fois plus qu'un travailleur congolais. Alors, comment justifier un tel montant face aux contribuables et les sommes sont-elles totalement révélées? Réécoutons Trésor Kibangula. Difficile dans cette histoire, c'est que tout cet argent n'est pas traçable. Hein. Donc, l'Assemblée nationale bénéficie évidemment d'une dotation. Il a une sorte d'autonomie financière et à chaque mois, le gouvernement envoie l'argent et c'est géré par les bureaux qui distribuent aux députés. Donc, mais aujourd'hui, lorsqu'on discute avec quelques-uns des députés qui sont un peu plus transparents, qui disent « Ah, ça nous alerte, on va commencer comme ça à demander un peu plus de comptes à notre comptable pour voir la fiche des payes, les différentes rubriques. » Parce qu'il y a des rubriques qui, parfois, même pour les citoyens, même pour les députés eux-mêmes, se demandent la raison d'être de telles rubriques. Il y a une rubrique, par exemple, dans la rémunération globale des députés qui s'intitule « Les invisibles ». Et il y a autour de 8 000 dollars dedans. Voilà, ça, c'est des invisibles. Donc, pourquoi je gagne cet argent? Mais non, c'est comme ça, c'est des invisibles. Donc, c'est un système de prédation qui existe depuis des années. Malheureusement, même ces régimes qui est venu plutôt de l'opposition n'a pas réussi jusque-là, en tout cas, à démanteler pour qu'il puisse y avoir une juste répartition des richesses nationales. Mais alors, si l'on sait qu'un député maintenant gagne 20 000 dollars par mois, combien gagne le président de l'Assemblée nationale ou le président
du Sénat ou même le président du pays, Félix Tshisekedi. Pour Trésor Kibangula, eh bien, l'opacité règne en RDC. Martin Fayulu a mis les doigts sur le salaire de députés, bon, on peut dire les députés simples, mais lorsqu'on regarde de près le salaire de personnes qui dirigent les bureaux de l'Assemblée nationale, on va arriver encore à des sommes folles. On parle des centaines de millions, des centaines de milliers de dollars par mois pour ce qui est des présidents de l'Assemblée nationale ou des vice-présidents. Et voilà, donc là, on parle de l'Assemblée nationale, mais comme je disais encore tout à l'heure, la problématique est plus globale. C'est lié à tous les systèmes politiques congolais. Personne ne peut dire aujourd'hui, par exemple, combien touche les présidents de la République, combien touchent les présidents du Sénat, les présidents des autres animateurs des institutions. Donc, toutes ces rémunérations des autorités politiques congolaises sont couvertes dans une sorte d'opacité incroyable. Et aujourd'hui, avec ces débats, avec cette polémique, peut-être on arrivera à en savoir plus et à réclamer un peu plus de transparence. Donc, c'est le gâchis. Mais comment ne voulez-vous pas que le Rwanda ne prenne une partie de leur territoire? Puisque l'argent qui est censé utiliser pour équiper les FRDC est distribué entre des politiciens véreux. Aucun politicien conscient et sérieux aux Zaïre. Tous, c'est des commerçants. À chacun vient pour se servir. Comment les Rwandais ne vont pas piloter l'ensemble de la politique, l'ensemble de l'économie du Zaïre? Est-ce que vous comprenez ça? On est en face qui des escrocs là-bas. Comprenez ça, chers amis? 21 000 dollars le salaire mensuel des députés du Zaïre. Pour faire quel travail? Est-ce que vous comprenez ça? Quel est le travail qu'ils apportent à leur peuple? C'est le chaos généralisé. Est-ce que vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Il existe un fossé entre les attentes légitimes de notre peuple et les prérogatives constitutionnelles dévolues aux députés nationaux. Je suis conscient de vos difficultés en ce que la population dont vous êtes l'émanation attend de vous des routes, des écoles, des frais funéraires, Je suis conscient de vos difficultés, en ce que la population dont vous êtes l'émanation attend de vous des routes, des écoles, des frais funéraires, des frais de mariage, des frais de subsistance. Il est nécessaire que nous puissions, sans entraver les prérogatives des uns et des autres, trouver des mécanismes pour créer une synergie gouvernement-parlement, de sorte que vous puissiez être associés aux concrétisations de nos projets dans vos circonscriptions respectives. Je pense à la pratique à l'époque où les parlementaires bénéficiaient d'une dotation raisonnable pour répondre un tant soit peu aux besoins de leurs bases respectives pendant les vacances parlementaires. La fonction de parlementaire est noble et prestigieuse. Je ne veux pas de députés et sénateurs privés de leurs droits, notamment par l'accumulation d'arriérés de salaire ou encore par manque de titres de voyage pendant les vacances parlementaires. Les amis du Zaïre doivent s'indigner, et pas simplement s'indigner, mais acter. Regardez les conditions dans lesquelles les militaires du Zaïre se retrouvent quand ils vont au front là-bas avec le Rwanda. On les massacre, on les tue, on les détruit. Pendant ce temps, les politiciens se frottent les mains
à Kinshasa avec 21 000 dollars américains par mois de salaire pour un travail médiocre qu'il réalise. Le peuple doit se soulever d'une manière claire et nette. Vous nous parlez des élections. Dans quel contexte? Ce qui sauvera les ailleurs, c'est le fédéralisme démocratique. Les Congos là-bas doivent se lever comme nous, créer leur fédération Congo là-bas, pour gérer leurs ressources naturelles. Parce que vos ressources naturelles ne peuvent pas servir à Tshisekedi. Ils sont tous dans l'ambiance. Vous avez vu récemment Kamere qui est encore sorti, qui a sorti quelques scandales avec des dépenses énormes. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, les Aïrois doivent se réveiller. Vous devez vous réveiller véritablement. Parce que vos politiciens sont en porte-à-faux. C'est les traites qui travaillent avec le Rwanda. Vos politiciens là. Ceux qui se disent vos députés, ils ont doublement le salaire. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que c'est Kagame qui contrôle l'Assemblée du Zaïre. C'est Kagame qui contrôle le Parlement. C'est Kagame qui contrôle vos armées. C'est Kagame qui contrôle votre pouvoir que vous avez donné à Tshilombo Félix. C'est ça qui est la vérité que vous ne voulez pas écouter. Et vous allez voir les protestants qui disent Fatih, béton, on foufou. Il a toujours dit ça. Béton, on foufou. Un peuple qui vit dans la misère, des conditions de vie énormes, le pays est en train de se fracasser. La balkanisation de la RDC est générée par les fautes des pseudo-politiciens. Katumbi, un homme d'affaires, un escroc. Mbemba, un homme d'affaires, un escroc. Mouzitou, un homme d'affaires, un escroc. Fayulu, un homme d'affaires, c'est des ambianceurs. Tshisekedi Félix Tshilombo, surtout encore celui-là, n'en parlons plus. L'homme des trois roues. Peuple du Zaïre, réveillez-vous comme nous les Congos. Ne combattez pas dans le Zaïre un indivisible. C'est là où on vous tient. Comprenez? Luttez dans le contexte du fédéralisme démocratique. Refusez vos élections là où vous dites que vous refusez le pouvoir central, sa juridiction, s'ils veulent vous entraîner sur ce chemin. C'est votre chemin de sortie, unique chemin de sortie. Le mien, il n'est pas secret. Hein? Vous savez combien? Le salaire de professeur d'université n'est pas secret. On savait que vous étiez autour de 2000 Non, je touche 3 millions de francs congolais. Environ 1500 $. Malgré mes 50 ans d'enseignement, et malgré, je crois, la qualité du travail que je fais et l'utilité du travail que je fais, charité bien ordonnée commence par soi-même, je dois reconnaître la qualité de ce que nous faisons. Et vous dites, d'après les listes qui circulent, notamment des agents de la présidence, le moins payé à la présidence a le salaire d'un professeur d'université. Oui, en tout cas, j'ai vu les listes, je n'ai pas vu jusqu'au bout, je n'ai pas vu moins de 3 millions. Et vous trouvez que c'est scandaleux? C'est scandaleux, non pas à cause du professeur d'université. Oui. C'est scandaleux qu'il y ait de tels écarts entre les fonctions. Vous savez, quand on fait bien les choses, on rémunère les catégories professionnelles selon leur taux d'utilité sociale. Quel est le taux d'utilité sociale d'un député? Presque zéro. Représentant du peuple, agent social ou acteur social, il intervient de temps en temps, chaque fois qu'il y a besoin. Mais il n'a pas à intervenir, ce n'est pas le boulot du député. On le paie pour le travail qu'il fait au palais du peuple, c'est-à-dire faire les lois, contrôler l'exécutif et les agences de l'exécutif. Tout son travail, c'est ça. Et maintenant, on nous dit non, on leur ajoute encore 5 000 pour que quand ils vont en vacances, ils fassent ceci. Mais on fait ce qu'on appelle réserve parlementaire. Le budget de l'État, une innovation. Le budget de l'État finance la campagne électorale, la propagande des politiciens. Mais c'est un scandale. Vous avez voulu faire la politique, vous savez que cela a des frais. Vous voulez maintenant que le budget de l'État vous finance ces frais-là. Vous n'avez pas honte? C'est immoral. Ce sont des immoraux. Notre classe politique est budgétivore. Mais c'est la
je ne sais pas dire le terme, mais la plus quelque chose du monde. Alors pour vous qui touchez 1500 $ environ, donc votre salaire entre une dizaine de fois dans ce que, enfin moins de 10 fois, ce que touche un député. Non, pas moins de 10 fois. S'il a 21 000 $, c'est pas moins de 10 fois. C'est bien plus que ça. Bien plus. Oui. Et je me demande ce qui justifierait une telle différence. C'est quoi? Parce que je vous dis, tout le monde le remarque, il y en a là-dedans qui ne se sont jamais manifestés comme députés. C'est-à-dire dans l'hémicycle, qu'on n'a jamais vu. Des fois, même à l'appel nominal, on entend à peine savoir répondre présent. On dit le travail parlementaire, parfois c'est en commission. Mais tout ça, s'il ne fait rien en plénière, c'est pas en commission qu'il va parler. Je crois qu'il y a des ténors qui parlent partout, et en commission et en plénière. Et pourtant, chacun a le droit de parler. Chez nous, ce n'est pas comme ailleurs, où le débat parlementaire est organisé, policé, où les gens se prononcent par groupe parlementaire. Ici, chez nous, chaque député a le droit de demander la parole et de l'obtenir. J'ai lu un titre ce matin, je n'ai pas lu les détails, que le président de l'Assemblée menace de sanctionner les députés qui ont parlé. Mais enfin, c'est quoi ça? Donc, il voudrait que leur salaire reste éternellement secret. Oui. Que personne ne le sache. Parce que ça scandalise. Mais justement, il ne faut pas commettre de scandale. Le scandale existe et vous voulez le dissimuler. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que le président, lors d'une interview à Goma, n'a pas voulu évoquer ce qui le toucherait? Non, il n'a pas voulu évoquer, il a dit qu'il ne connaît pas. Que personne ne nous pardonnera de ne pas avoir posé. Vous aviez promis de dire, une fois arrivé au pouvoir, quel est le salaire du président. Alors je vous la pose, si vous êtes en mesure de nous répondre, oui. Vous voulez que je vous parle très sincèrement avec mon cœur? Oui, monsieur le président. Je ne connais pas mon salaire. Je vous le dis très sincèrement. Je suis incapable de vous dire combien je touche. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas normal, parce que moi, je connais mon salaire quand même. Je viens de le donner. Je connais mon salaire, et tout travailleur devrait connaître son salaire. Sinon, il s'engage dans une relation contractuelle avec son employeur sur quelle base? Cette révélation sur les émoluments des députés, vous avez dit, ça scandalise. Est-ce que ça vous révolte en même temps en tant que professeur? On espère que vous n'allez pas durcir votre mouvement des grèves qui est en cours d'ailleurs. Vous savez, on est dans un pays où des gens, même les dirigeants, se permettent de dire, mais le professeur même, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Pourquoi? Ils se prennent pour qui, etc. Mais ils se prennent pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire l'élite intellectuelle de ce pays. Mais l'État faute d'être reconnu, en même temps. Faute d'être reconnu par la société et l'État comme tel, eh bien qu'eux-mêmes au moins se disent être l'élite intellectuelle. Ils peuvent au moins se contenter de ça. Mais je trouve que les salaires sont dans ce pays, je l'ai dit tout à l'heure alors qu'on n'en parlait pas encore, dans une proportion inverse de la capacité, de la compétence et de l'efficacité de personnes. Les professeurs méritaient plus que ça. Plus qu'ils ont, certainement, parce que, attendez, nous ne sommes pas isolés sur la planète Terre. Il y a des professeurs ailleurs aussi. Moi, j'ai été nommé professeur des universités par décret du président de la République française. J'ai vu que je n'avais pas envié au point de quitter mon poste pour chercher d'être ministre. Je ne pouvais pas être ministre en France, je suis resté tout le temps congolais. Et des gens me se demandaient d'ailleurs pour quelles raisons je demeurais congolais, par patriotisme tout simplement. Pour protéger l'intégrité territoriale de la RDC, si vous comptez sur des politiciens avec leurs pseudo-blogueurs qu'on paye et le salaire quitte depuis Kinshasa, ils sont là, ici aux États-Unis, en France. Matin, midi, soir, ils ne font que faire des lives. Ils sont payés, ces gens-là ne vont plus, ne travaillent pas. Mais leur travail, c'est faire la propagande de Fatih Béton. Faire croire à Fatih, faire croire aux Aérois que oui, Fatih est en train de faire ceci, Fatih est en train d'avancer.
Il n'a aucun pouvoir, Fatih. Tu sais que dit Félix Tshilombo. Béton de foufou. Est-ce que vous comprenez? Na patience. Toye pona kosale la Congo pe ba Congolais. Toye pona koyiba mboko te koboma yango te. D'ailleurs eloko kobomeza susu te po essayer kufa. Et ils payent les blogueurs qui sont là aux États-Unis. Ces gens-là peuvent vous faire jusqu'à 10 lives par jour. Jusqu'à 10 lives, parfois même 15 lives par jour. Vous comprenez? Je n'ai pas envie de citer les noms ici. De vous faire la propagande de Fatih. Mais il est payé par Fatih pour faire ce travail. Mais sortez dans le goût de l'argent. Faites comme nous. On s'est autodéterminé. Et nous sommes en train d'avancer. Nous chasserons les Mbossi sur nos terres. Nous le tuerons s'il faut le faire. Et nous le disons d'une manière haut et fort. Parce que les crimes que ces gens-là sont en train de réaliser sont connus de tout le monde. Personne ne peut nier leurs crimes. Et nous avons dit, devant la justice des hommes et la justice de Dieu, nous allons répondre à l'appel. Nous allons dégager ces gens-là. C'est comme ça. Vous, votre unique façon de sortir, c'est de aller dans le fédéralisme démocratique. Chaque province va se constituer en un État, gérer ses ressources naturelles, créer ses partenariats pour bien réaliser la redistribution de la richesse que Dieu nous a donnée. Ngwa Mikangu, Ngwa Lulendo, Nzambi Mpungu nous a donné, nous a mis sous le sol des peuples de l'Afrique centrale. Comment pouvez-vous expliquer qu'un pays assez riche et qu'il y a quelques têtes des gens qui bénéficient? Des députés, vous allez 21 000 $ par mois. Pour quel travail ces gens-là font? Hein, chers amis? Il existe un fossé entre les attentes légitimes de notre peuple et les prérogatives constitutionnelles dévolues aux députés nationaux. Je suis conscient de vos difficultés en ce que la population dont vous êtes l'émanation attend de vous des routes, des écoles, des frais funéraires, Je suis conscient de vos difficultés, en ce que la population dont vous êtes l'émanation attend de vous des routes, des écoles, des frais funéraires, des frais de mariage, des frais de subsistance. Il est nécessaire que nous puissions, sans entraver les prérogatives des uns et des autres, trouver des mécanismes pour créer une synergie gouvernement-parlement, de sorte que vous puissiez être associés aux concrétisations de nos projets dans vos circonscriptions respectives. Je pense à la pratique à l'époque où les parlementaires bénéficiaient d'une dotation raisonnable pour répondre un tant soit peu aux besoins de leurs bases respectives pendant les vacances parlementaires. La fonction de parlementaire est noble et prestigieuse. Je ne veux pas de députés et sénateurs privés de leurs droits, notamment par l'accumulation d'arriérés de salaire ou encore par manque de titres de voyage pendant les vacances parlementaires. Nous qui vivons en Occident, on travaille dur. Hein, vous comprenez ça, chers amis? Mais on n'a pas 21 000 $ par mois. Vous comprenez ça, chers amis? On n'a pas 21 000 $ par mois. Si on avait 21 000 $ par mois, mais on allait réaliser des grandes choses, mes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas pauvres ici. Hein. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Ici, là où on vit dans les quartiers que vous voyez dans les films de télévision. Est-ce que vous comprenez? Les quartiers, les gens, vous comprenez les films de Dallas, c'est ça que vous voyez.
Hein? Ah, mais vraiment, ça, je demande ça aux Zaïrois. Les Zaïrois, vous voyez les quartiers là où nous vivons, hein? Comprenez? On ne souffre pas ici. Bon, non, oh, ils font le live parce que comme ceci. On vous montre ça, on montre ça au Nguesso. Comprenez? On ne souffre pas ici. Mais c'est une question de prise de conscience généralisée. On peut refuser, c'est possible de refuser l'argent de la corruption. C'est possible. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à le faire, à l'intégrité, la moralité, de toujours combattre dans des questions d'intérêt général, l'intérêt général. Zaïrois, vos députés sont payés à 21 000 $. Des conseillers de Chilombo, Félix, Béton en Foufou sont payés à 28 000, 30 000 $, 200 000 $ par mois. Les militaires, vos militaires, entre guillemets, qui prétendent défendre l'intégrité territoriale, sont payés à 150 $ par mois. Le paradoxe infernal qui traverse les générations existe bel et bien en République démocratique du Congo, un pays riche pour une population extrêmement pauvre en majorité. Avec toutes les richesses du monde, la population congolaise vivote avec 1,90 par jour, triste réalité. Pendant ces temps, il y a un seul député qui toucherait 21 000 $ américains et d'autres mandataires qui touchent plus par mois sans qu'ils ne soient préoccupés par les social du souverain primaire. Tentons ces petits calculs pour essayer de comprendre. 21 000 $ américains fois 500 députés égale 10 500 000 $ américains. Voici ce que l'État congolais dépenserait par mois pour une seule institution. Dans la foulée, certains députés, mécontents de la déclaration faite par Martin Fayoulou, ont rapporté qu'ils toucheraient moins de 21 000 $ américains, soit 7 000 $ américains. Certains observateurs font remarquer que même 7 000 $ américains est une somme budgétivore car 7 000 $ américains fois 500 égale 3 500 000 $ américains et c'est là sans compter les avantages. Ceci n'est rien d'autre que de la méchanceté. Il faut noter que les soldes de militaires s'élèveraient à seulement 200 $ et 210 pour les enseignants en moyenne. La RDC compterait à ce jour près de 150 000 militaires. Si on divise 21 000 $ américains par 150 000 militaires, nous aurons que 14 $, une somme insignifiante. Ceci de même pour les policiers. Admettons que les députés touchent 7 000 $ américains, or 7 000 $ divisé par 100 000 policiers égale 0,7 $. Il n'y a pas d'équilibre social, notent certains analystes indépendants. À les en croire, à cette allure, rien ne va s'améliorer dans ce pays. D'où la nécessité et l'urgence de la réduction du train de vie des institutions, car le pays a besoin de décoller, il faut un équilibre social. Par ailleurs, il faut rappeler que seul Joseph Kabila touche plus de 600 000 $ américains en sa qualité d'ancien chef de l'État, et cela sans compter d'autres avantages, notamment les soins de santé et les voyages en business class. Tout ceci dans un pays où la misère est encore palpable. Que dire de ministres, de conseillers de la présidence? Mais les militaires du Zaïre doivent retourner les armes contre ce fameux pouvoir, pseudo-pouvoir, qui ne fout absolument rien. L'argent que vous devez utiliser pour aller acheter des armes pour défendre l'intégrité de votre pays se retrouve entre les mains des politiciens qui ne foutent absolument rien pour vous, les députés. Regardez les routes du Zaïre, les routes de l'impossible. Le Zaïre est la République de Mbossi-Brazzaville. La République de Mbossi-Brazzaville, c'est le tabac de la même pipe. Vous avez un franc-maçon, Sassou Denis, qui a coopté Tshisekedi dans la franc-maçonnerie. Tous, ils portent cette fameuse fleur-là des francs-maçons qui ne foutent rien. Des bourriques qui sont allés chercher la protection dans la franc-maçonnerie, dans la corruption, la fraude, les crimes, comprenez. Et ils pillent votre pays, ils n'ont rien à offrir, rien à cirer de vous. Maintenant, imaginez le salaire de lui-même Fati. Que personne ne nous pardonnera de ne pas avoir posé. Vous aviez promis de dire, une fois arrivé au pouvoir, quel est le salaire du président. Alors je vous la pose, si vous êtes en mesure de nous répondre, oui. Vous voulez que je vous parle très sincèrement avec mon cœur? Oui, monsieur le président. Je ne connais pas mon salaire. Je vous le dis très sincèrement. Je suis incapable de vous dire combien je touche. On le voit avec des montres, 500 000 €. 500 000 €. Des voitures de 3 roues, il est en train de tourner avec sa grosse tête. Fati Béton. Peuple du Zaïre. Parce qu'il était
du bon côté, du côté du peuple. Parce que ce type-là disait qu'il allait améliorer les salaires de vos policiers, de vos militaires. Mais s'il améliore de $300, c'est combien quand vous comparez à un faux politicien qui a été nommé dans la corruption, qui gagne $21 000 par mois à la place d'un policier ou d'un... Mais quand même, réveillez-vous. La balkanisation du Zaïre s'est réalisée avec la complicité des fils du Zaïre, donc des infiltrés, des traites, des vendus. Comprenez ça? Si vous ne prenez pas la conscience comme nous, la Fédération Congo, que les Bas-Congo là-bas se battent pour le contexte du fédéralisme, qu'ils refusent que la gestion de leurs ressources naturelles passe par Kinshasa, pour que Fatih Béton ne doit plus continuer à engrosser ses grosses joues, un gros cou, une grosse tête, des costumes chers, des chaussures avec la peau de crocodile. Il est dans le jeu, le parrain des Mbossi, des Dahomey. Et lui-même Fatih, c'est un Angolais, c'est aussi un fils d'immigrés un peu en réalité. Donc ce n'est pas un autochtone du Zaïre. Ils n'ont rien à cirer de vous. À l'âge de 6 ans, à Outaka Angola, il est venu à l'âge de 6 ans. Puis à Kolina Congo, à Balimwasi Naye, ma grand-mère qui a donc atteint la maman Benine Belé, c'est-à-dire elle est dans la Katapongo, quoi. Elle a un peu de sang katangé, un peu de sang tété là, et puis du sang louba. Donc par rapport à Babo Tinae, quoi. Donc elle a un côté katangé, un côté tété, là, un côté louba. Ça c'est ma grand-mère. Mon grand-père, lui, il est venu de l'Angola, d'une tribu, Namalange, hein, enfin d'une région, Voilà pourquoi nous prenons le véritable patriotisme avec des vrais fils, les ayants droit, les propriétaires des terres et des ressources naturelles. Et nous avons compris ça. Nous, dans la Fédération Congolais Congo. Comprenez ça? Et nous avons refusé la corruption. Mais c'est un choc. C'est un choc. Quand tu entends ça, c'est-à-dire que même quand le blanc entend ça, hein, le blanc qui connaît la corruption, qui connaît la valeur d'argent, quand ils entendent que les députés d'Isaïr sont payés à $21 000 par mois, mais ça leur donne la... Mais les blancs disent, mais c'est pas possible. Là, mais voilà pourquoi ils viennent tous en Afrique, les non-noirs viennent en Afrique. Parce qu'ils savent que c'est là où se retrouve l'argent. Pourquoi tous deviennent des coopérants, tous deviennent des experts en Afrique? Parce que c'est là où se retrouve l'argent. Regarde un gigolo d'un Canadien ici. Hein? Comment on l'appelle? Un gigolo d'un Canadien. Les Mbossi, avec la complicité des Mikolo, lui ont donné la gestion de plus grosses centres de santé de la République du Mbossi-Brazzaville. Merci beaucoup. En 2019, le Trésor public congolais a donné à M. Villiard 6 milliards. M. Villiard a eu 16 mois à la tête du CHU. Aujourd'hui, non seulement qu'il n'a pas réparé les équipements qui existent, il n'en a pas acheté un. Le contrat de M. Villiard avait pour priorité l'assainissement, la première priorité, hein, l'assainissement de la gestion des ressources humaines, financières et comptables. Mais comment voulez-vous assainir une entreprise qui ne produit pas? Mais si le plateau technique génératrice de 80% de recettes est à l'arrêt, vous allez assainir quelle gestion? Vous ne produisez pas. Vous êtes venu canadien pour gérer quoi? Assainir quoi? Bien, je vous dis aussi qu'avec 6 milliards, on peut avoir un scanner parce qu'il tourne autour de 400 millions. Et avec 6 milliards, on peut acheter un fauteuil dentaire parce qu'il tourne autour de 50 millions. Avec 6 milliards, on peut acheter un groupe électrogène ou sinon réparer l'ancien. Avec 6 milliards, voilà ce que les experts congolais avaient envisagé de faire en étant payé au salaire normal du Congolais. Et en réussissant cela, on a fait venir quelqu'un qui en donne 14 millions par mois pour un résultat zéro. Nous avons au Congo des cadres qui peuvent gérer le CHU. Et je pense que Bileko en fait année 1 aussi. Mais sauf que les rétro-commissions, les cadeaux des maisons, les enfants qui sont maintenant en train d'étudier au Canada font que les experts et les cadres
vendent le pays au profit de leurs propres intérêts. Vendent le pays au profit de leurs propres intérêts. Et c'est malheureux parce que pendant que l'on fait ça, il l'a dit mais pas bien dit, les enfants meurent en pédiatrie parce qu'il manque d'aspirateurs. Vous savez combien coûte un aspirateur? Moins de 200 000. Le médecin l'ont dit, ça a été dit sur le peuple. Les femmes meurent parce qu'il manque de sondes. La sonde coûte 800 francs. Il n'y en a pas au CHU. L'hôpital est dans le noir. Hier, on était en train d'opérer à la torche au CHU. Hier, aujourd'hui nous sommes dimanche, hier samedi. On était en train d'opérer au CHU à la torche. Parce que le Canadien qui est venu, l'expert, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé nous acheter un groupe électrogène de 17 kVA. Celui qui est là a 200 kVA. Et l'expert canadien est venu acheter un groupe de 17 kVA. Quand on le démarre, il ne peut même pas alimenter un bâtiment vu les charges qu'il y a à supporter à l'hôpital. Vous venez à l'hôpital avec votre caméra, je vous montre le groupe, je vous montre les courses qui sont... Il est allé acheter les tuyaux. L'expert canadien, directeur des services publics, ne sait même pas faire la différence entre les tuyaux d'alimentation en eau et les tuyaux d'évacuation des eaux usées. Il est allé nous acheter des tuyaux d'évacuation des eaux usées. Merci pour voilà le dépassé, vous avez dépassé. Comprenez ça? Le Canadien, là. Comment même, c'est le nom qui m'échappe. Victoire, je sais pas quoi. L'homme m'échappe. Et le gars là, il a transféré des multimilliards de francs CFA. Donc des multimillions de dollars. Ici au Canada. Et l'affaire est partie comme ça. Tranquille. Villiard, il s'appelle Villiard. Et il est peinard là-bas à Montréal. Il vit une vie de grand patron avec des multimilliards de l'argent. Mais c'est pas possible ça. Maïla Mantou, comprenez ça? Donc ça c'était une conversation généralisée. Je vais essayer un peu m'approcher là juste pour avoir un peu plus de lumière. Parce que là on est tranquille à la maison. On profite un peu avant que le temps froid n'arrive. On profite un peu, je sais qu'il fait tard. Deuxième information. À quoi joue le petit du quartier? Vous êtes informés, on va vous mettre le bout de cette vidéo. C'est en anglais, mais on a mis quand même quelques écrits là-bas en français, donc ça va vous permettre de comprendre ça. J'ai déjà travaillé sur la vidéo de quelques secondes. Hein. Je mettrai ça sur tous les réseaux TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, partout. Donc vous pouvez comprendre ça. J'ai quand même mis des écrits en français, vous allez comprendre. Je mettrai ça un peu tard quand je vais rentrer dans mon petit bureau là-bas. Vous savez que les Nations Unies ont dépêché les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Russie, en Ukraine. Compte tenu parce qu'il y a beaucoup de combats, parce qu'il y a des accusations, parce qu'apparemment le petit du quartier avec ses forces voulait dynamiter, voulait donc créer une catastrophe nucléaire là-bas, comme un peu ce qu'ils ont fait, comme un peu ce qui s'était passé à Tchernobyl. À Tchernobyl, nous savons que c'était un accident, mais là, c'était des bombardements, donc ça a indigné quasiment toute la communauté internationale par rapport à cette attitude des forces du petit du quartier. Donc l'ONU a dépêché une mission là-bas pour aller inspecter, se rassurer que la centrale n'est pas touchée. Or, maintenant, le petit du quartier, qu'est-ce que le petit du quartier fait? Le petit du quartier profite pendant que les inspecteurs de l'ONU sont là. Ils ont donc augmenté, il a donc augmenté le feu, les champs de tir à cet endroit de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Et avec l'intention de capturer les inspecteurs de l'ONU, on peut le dire comme ça, donc de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de les capturer et de les prendre, de les utiliser comme des boucliers humains. Des boucliers humains. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qu'il a dit, c'est le ministre russe des Affaires étrangères, et le ministre russe de la Défense qui l'a dit. Heureusement que les forces du grand quartier, les forces militaires, ont fait un travail impeccable, ont donc repoussé les forces du petit du quartier, ont donc protégé les inspecteurs de l'ONU, donc les inspecteurs de l'Agence
internationale de l'énergie atomique. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, le petit du quartier jouait un jeu dangereux. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait donc capturer les inspecteurs de l'ONU, certainement les exécuter, et accuser donc le grand du quartier. Est-ce que vous comprenez? C'était ça la stratégie. Mais le petit du quartier ne peut pas le faire sans pourtant qu'il ait l'autorisation de ses maîtres. Donc c'est une façon de vous dire que les non-noirs là sont des dangereux, des cupides qui massacrent même leurs propres experts afin de rejeter la responsabilité aux innocents qu'ils détestent. Est-ce que vous comprenez? Donc ils veulent rejeter, ils ont voulu rejeter la responsabilité après sur le grand de quartier pour dire, vous voyez, c'était lui qui a massacré les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et donc voilà, vous comprenez ça? Et puis leurs médias allaient faire de ça du chantage, ça allait passer en boucle partout. Mais comme le grand de quartier a fait un travail impeccable, a protégé tous ces inspecteurs de l'ONU, puisque c'était de commun accord, hein, entre le petit du quartier, le grand de quartier, les Nations Unies, et ils ont tous décidé, tout le monde, la communauté internationale a décidé d'envoyer des inspecteurs pour se rassurer qu'il n'y ait pas de catastrophe nucléaire, parce que cette centrale nucléaire de Zaporizhzhia est la plus grande centrale nucléaire qui existe au monde, on peut le dire, qui existe en Europe. Donc, vous voyez, donc, s'il y a une catastrophe nucléaire là-bas, c'est toute l'Europe qui est emmerdée. Vous comprenez ça, chers amis? Mais puisque nous sommes dans le domaine de la dynamique avec les courants marins, vous voyez que c'est beaucoup de pays qui seront affectés. Est-ce que vous comprenez? Tout en sachant que les décès nucléaires ou toutes les charges, le rayonnement demeure à un endroit avec une durée minimum de 100 ans. C'est ça la radioactivité. La radioactivité va demeurer là. Hein? Vous comprenez ça, chers amis? Donc, le petit du quartier a joué à un jeu dangereux. Il a voulu prendre les inspecteurs, les capturer, les utiliser comme des boucliers humains, les exécuter certainement, et après accuser le grand du quartier que celui qui l'a fait, pour augmenter encore le bruit au niveau du réseau international. Et vous voyez que comme le grand de quartier a réussi à réaliser, à protéger les inspecteurs, à protéger la centrale, les médias occidentaux, dans les pays des non-noirs, ils n'en parlent même pas de ce chaos que le petit du quartier allait faire. Et pourquoi? Parce que le petit du quartier travaille sur les recommandations de ses maîtres. Est-ce que vous comprenez? Bon, il y a eu donc l'interview à l'ONU, hein, parce que l'ONU fait du briefing sur cette situation. Donc il y a eu des journalistes qui ont posé cette question, qui ont évoqué cette question lors du conseil de presse de représentants du secrétaire général de l'ONU. Mr. Bulkati. Thank you, Stefan. Russian Defense Ministry today, it's about the IAEA mission, the Zaporozhye nuclear power plant. Russian Defense Ministry today stated that the Ukrainian group of saboteurs tried to attempted to capture the station in order to use human shield. So they were neutralized, according to the Defense Ministry, and the officials of Russian Defense Ministry express bewilderment, I quote, due to the lack of reaction of the UN Secretary General to this incident. Do you have any reaction in this regard? You know, we are glad that the Russian Federation did what it needed to do to keep the inspectors safe. I think our security people, our drivers have done a tremendous job in getting the IAEA inspectors in. They will continue to support the mission until it ends, and it is like with any UN mission, it is the responsibility of those who have power over a certain area and who are responsible for a certain area to keep UN staff safe. Quand il répond à cette question, vous voyez qu'il répond avec beaucoup d'hésitation. Il dit bon, nous remercions la Russie d'avoir protégé les inspecteurs. C'est d'ailleurs leur rôle de pays. Leur responsabilité, c'est de protéger les agents de l'ONU. Donc, nos chauffeurs ont fait un travail énorme et tout ça là et tout. Vous comprenez? Donc, on essaie d'utiliser la diplomatie et
on donne la réponse dans un sens figuré. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'il y ait assez de bruit sur cette affaire-là. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est des pères de famille qui partent en mission de l'ONU. Mais or, dans cette mission, cette même organisation, les pourris derrière ces affaires, veulent donc sacrifier leur propre argent pour essayer de noircir le visage d'un présumé ennemi. Vous comprenez ça, chérie? Et ça, c'est dangereux. Et nous condamnons cette façon de faire. Bon, comme nous sommes ici dans la question du nucléaire, vous savez que les Mboshi viennent maintenant d'une manière claire. Ils ont donc cette fois-ci signé le décret là-bas pour déposer des déchets nucléaires à Njinji, donc dans le royaume de Luango. Et je crois que les frères Dim ont parlé un peu de ça, nous avons parlé aussi un peu de ça la semaine passée, mais nous devons empêcher ça. Est-ce que vous comprenez? Et cette compagnie qu'ils ont appelée Petrofor Congo, c'est une compagnie Mboshi qui est enregistrée au Chypre. Donc le Chypre, c'est un paradis fiscal. Vous comprenez? Donc ce n'est pas réellement des compagnies, c'est des compagnies écrans. Donc ils vont signer des contrats avec des grands pays, par exemple le Canada, qui utilisent le carburant nucléaire, on peut le simplement dire comme ça, hein, parce que l'élément de base ici c'est l'uranium, hein, qui passe sur plusieurs procédés pour avoir donc ce que nous appelons le réactif nucléaire en réalité. Le réactif nucléaire, c'est le carburant qui permet de faire fonctionner les centrales nucléaires. Est-ce que vous comprenez? Et donc, une fois que les centrales nucléaires fonctionnent, il y a le rejet, il y a les déchets qui restent. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme un peu quand vous achetez le carburant simple, vous le mettez dans vos moteurs, il y a le rejet du monoxyde de carbone, du gaz carbonique, ainsi de suite. Monoxyde de carbone dans le contexte où la combustion n'est pas complète, hein, dans les moteurs thermiques, et puis le CO2, quand vous avez la combustion est complète, parce que chaque moteur thermique a toujours ces deux phases-là. Est-ce que vous comprenez? Et donc, dans le domaine nucléaire, c'est des déchets nucléaires que ça rejette. Et on cherche donc, parfois d'autres pays, où ils peuvent aller déposer donc ces déchets nucléaires, puisque tout le monde refuse de maintenir ces déchets-là dans son territoire, parce que le fait de le conserver chez vous, il faut voir des longévités très longues, hein, vraiment des longévités de plusieurs années, minimum 100 ans, pour que la radioactivité de ces déchets-là baisse. Souvenez-vous, dans la radioactivité, ce qu'on nous a appris à l'école, nous avons 3 types de rayonnement. Hein. Il y a le rayonnement alpha, ça veut seulement dire que l'énergie qui ressortent de ces rayonnements alpha ne parcourt pas une longue distance. C'est une courte distance. Vous comprenez ça? Donc ça ne peut pas affecter, par exemple, des gens qui vivent, par exemple, de l'autre côté du pont de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Bon, il y a aussi des rayonnements bêta. Hein, ça parcourt, l'énergie peut parcourir des distances moyennes. Et puis il y a des rayonnements gamma. Et c'est les rayonnements gamma, c'est des rayonnements qui affectent des longues distances. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, si vous vous retrouvez à Nkwikou là-bas, vous allez être affecté. Si vous vous retrouvez à Lubomo, vous allez être affecté. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi dans des pays comme le Canada, ces choses-là sont réglementées par ce que nous appelons, c'est l'agence canadienne un truc comme ça, de nucléaire. Donc, par le gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui réalise la régulation de tout ce qui consiste le nucléaire ici au Canada. Donc, cette réglementation est très costaud et très poussée. Est-ce que vous comprenez? Les sites d'enfouissement sont sélectionnés, il y a des critères, il y a des conditions dans lesquelles on doit emmagasiner tous ces déchets nucléaires pour éviter qu'il y ait fuite des rayons alpha, bêta, gamma, et ainsi de suite. On doit se rassurer qu'il n'y ait pas contamination des sols, contamination des nappes d'eau, contamination des rivières, contamination des terres. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'une fois que vous contaminez la terre, mais cette terre devient quasiment inutile pendant des durées, minimum 100 ans. Est-ce que vous comprenez? Si vous contaminez de l'eau, c'est toutes les populations.
si vous contaminez les nappes d'eau, donc en réalité, ici, vous faites affaire à un danger public, environnemental, ainsi de suite. Donc, un danger qui guette non pas seulement les humains, un danger qui guette l'environnement, un danger qui guette les animaux. Donc, tout le monde devient impacté. Voilà pourquoi les règles sont dures. Il y a des spécialistes qui travaillent matin, midi, soir pour se rassurer. Il y a des inspecteurs qui sont sur le terrain. Parce qu'on ne blague pas avec la vie, la santé des gens. Hein? Allez-y sur Google, tapez centrale nucléaire, le dégât sur la centrale nucléaire de Tchernobyl. Vous allez voir les impacts. Vous allez voir comment des villes et des villes autour de ces centrales nucléaires sont devenues des villes fantômes. Pourquoi? C'est à cause de la radioactivité. Les rayons dont nous parlons ici, ces rayons, c'est des rayons qui irradient les cellules du corps. Donc, ces rayons-là changent le contenu de l'ADN de l'individu. Est-ce que vous comprenez? C'est des rayonnements qui brûlent les cellules à l'intérieur. C'est-à-dire que vous passez là, bon, vous croyez que c'est normal. Mais vous êtes atteint déjà de la radioactivité. Vous avez été irradié. Hein, vos cellules vont se faire modifier, votre ADN va se faire modifier, et ça entraîne quoi? Des déformations. Vous comprenez ça, chers amis? Et les déformations deviennent héréditaires parfois, hein, parce que si vous faites des enfants, comme vous avez modifié votre ADN, vous pouvez donc enceinter une femme, même si après 10 ans, mais cette femme-là va mettre au monde un monstre, hein, un enfant qui va avoir des manquements, par exemple de tels organes, ou des déformations, ainsi de suite. Donc ces choses-là, on ne blague pas avec ça. Et ça, c'est ce que les Mbossi, les nordistes, soutenus par les gens de Pompidou, sont en train de faire pour détruire les Congos. Donc, la guerre silencieuse, secrète, qu'ils avaient imposée au Congo, ça devient une guerre réelle parce qu'ils viennent utiliser les armes, ils empoisonnent les eaux, et là, ils vous emmènent les déchets nucléaires radioactifs sur les terres Congo. Voilà pourquoi c'est des criminels. Nous devons les tuer. C'est ça la décision. On ne doit pas avoir peur d'utiliser les mots là. C'est pas Pongi qui a inventé le verbe tuer. C'est cette action, c'est des criminels qui veulent mener, réaliser un génocide à grande échelle. Donc tout un chacun de nous doit devenir le gardien du temple. Nous devons empêcher que ces gens-là puissent utiliser les terres Congo comme des sites hein, pour emmagasiner ou stocker les produits radioactifs pour que ces produits-là continuent d'irradier notre peuple à la vitesse grand V. L'objectif ici, c'est de massacrer le maximum des Congos sur les terres Congo. L'objectif ici, c'est de massacrer les ayants droit Congo. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi nous ne devons pas tergiverser dans cette affaire. Comprenez ça, chers amis? Là, c'est la fureur. Là, c'est une question de survie. Et là, ils signent maintenant les documents. Parce que le temps passé, ils passaient par des contrats louches et ils venaient les déposer en catimini. Si vous voyez qu'à un certain moment, il y a plusieurs épidémies hein, qu'on a vu apparaître du côté de Njinji là-bas, hein, du côté de Luango. Hein. Tous nous avons vu ces épidémies. Si vous fouillez bien dans les dépôts des conteneurs là-bas, au port de Njinji, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs déchets, des produits toxiques qui sont là. Est-ce que vous comprenez? Et là maintenant, ces gens-là ne se cachent même plus. Hein? Ils veulent maintenant déposer. Voilà pourquoi. Mais quand vous lisez même leurs documents, cette compagnie va verser des perdièmes au Mossi. Mais tout l'argent de l'exploitation du pétrole de Luango, du gaz de Luango, profite à qui? Au Mossi. Tout l'argent qui consiste à exploiter le bois, le fer de Mayoko, le fer de Zanaga, le cuivre de la Bwenza, l'or de Kimongo là-bas, hein? ou de Bokosongo là-bas. Profite à qui? Est-ce que vous comprenez? Tout l'argent qui consiste à exploiter le coltan de Mpangala, profite à qui? À Ntoumi et le Mboshi. Ntoumi qui est l'agent de Mboshi, l'agent tueur, le mercenaire de Mboshi sur le territoire de Mpangala. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? Donc, ça c'est une question de survie de tous les Congos. Voilà pourquoi nous disons à bas au débrasisme. À bas au débrasisme. Les débrasismes, nous allons les mettre au poteau. Ça c'est clair. Là vous avez entendu, non? Le Mboshi Mierassa est venu vous dire quoi? Il est déjà venu vous annoncer comme un oiseau qui chantait, hein? Le Mboshi Mierassa. Le Mboshi Mierassa a dit quoi? Le Mboshi Mierassa vous a dit que
Bon, apparemment, leur parlement, le parlement dans la République de Mossi-Brazzaville, leur parlement, qu'est-ce que leur parlement va faire? Leur parlement va donc, avec les pseudo-députés, donc les prostituées des villes Congo, les prostituées des villes Mossi. Quand je parle ici de prostituées, je parle ici des femmes et des hommes, hein, parce qu'ils sont tous dans la sodomie plus là-bas. Hein? Ils sont dans le pandemonium. La sodomie domine toute fonction. Pour obtenir, il faut passer par la sodomie. Mais puisqu'ils sont dans la soumission, ils sont donc obligés de le faire parce qu'ils sont à la recherche de la gloire. Comprenez? Des gens qui sont incapables de rédiger un projet de loi. Aucun parmi eux, en commençant par le PCT, l'INSAT, sont capables de rédiger un projet de loi. Ils ne savent pas rédiger. Tout est imposé. Tout ce qu'ils rédigent, tout ce qu'ils viennent de dire là-bas est rédigé par les noms noirs de Pompidou à travers la Fondation Brazzaville, aujourd'hui qui a reçu la mission d'exterminer le Conseil fédéral Congo. Mais venez, vous allez voir ce que vous allez rencontrer. Comprenez ça? Donc apparemment, ils vont donc changer encore leur constitution dans la République de Mossi-Brazzaville. Hein, et désormais, ce sont leurs députés qui vont donc élire leur président là-bas dans la République du Congo-Brazzaville. Dans la République de Mossi-Brazzaville. Maintenant, les Débrazis, vous allez faire quoi? C'est quoi votre plan? Comprenez? Ils savent que la seule façon de pouvoir installer le fils diabolico-satanique de Sassou Denis Matuna, que nous appelons le Sassou Nguesso Christelle Denis, c'est faire ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez faire quoi? Bon, il va être présent à partir de l'Infini, temporairement, jusqu'au fin fond de Bétou, pas sur les terres Congo. Nous allons tuer ce gars-là. Nous allons tuer ces gars-là. Est-ce que vous comprenez ça? Nous tuerons tous ces pseudo-députés-là, de Moshi-là. Dites-leur ça. Vous allez voir ce qui va arriver dans les jours à venir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une question de survie de notre peuple. On est en face de la criminalité, de la haute criminalité, protégée par la mafia britannique et la mafia française, dont au niveau de la fondation de Brazzaville, au niveau du palais de Pompidou, le palais de l'Élysée, et aussi au niveau des Débrazis, c'est-à-dire les traites, les vendus, les descendants du village d'Aomé. Hein? Le village d'Aomé, vous connaissez ça. À la création de Bakongo, il y a eu 3 villages. Le village d'Aomé, ce sont les infiltrés que les Blancs, les non-noirs ont emmenés, les Français ont emmenés, pour que ces gens-là vivent autour d'eux. Et puis il y avait le village de Liberté du côté de Mpissa et le village de Luango, là où se retrouve aujourd'hui Mukozingwaka. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les gens Félix Tikaya qui avaient refusé qu'on emmène Bakongo, la création de Bakongo, qu'on emmène ce quartier-là après le pont de Dieu, par Jean-Félix Eboué, un franc-maçon, un fils nègre qui a joué un sale boulot. C'est ça la réalité. Mais les Jean-Félix Tikaya savaient, parce que quand Jean-Félix Tikaya s'est opposé, parce que dans l'intention de gens-là, ils voulaient déjà nous mélanger tous derrière le pont de Dieu, les Daomé et tout ce monde-là, pour qu'il y ait confusion généralisée. Et les Jean-Félix Tikaya ont dit non, on ne peut pas mélanger notre peuple. Les Jean-Félix Tikaya se sont battus, on dit non, pas question. Bakongo ne peut pas aller derrière le pont, ne peut pas aller après le pont de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est des faits de l'histoire que nombreux parmi vous ne connaissent pas. Vous voyez, on vous a révélé beaucoup de choses, jusqu'à l'infiltration de Sassou Denis Mathurin, qui est venu dans l'entité Congo avec à l'époque, en 1943. Il est venu de la 3e vague des Dahomey, parce qu'il y a eu 3 vagues d'immigrants. La première vague, 1905. La deuxième vague, c'était autour de 1922. Et la 3e vague, c'est la toute dernière vague qui est arrivée, 1943. Parmi ce lot-là, il y avait Sassou Denis Mathurin. Comprenez ça, chez vous? Donc, c'est très clair, mes frères et sœurs. Je crois qu'on vous avait lu. Je vais simplement essayer de regarder ça, comme il commence un peu à faire nuit. Je vais essayer de regarder ça. Hein. Je vous avais lu la fois dernière une réflexion réalisée par Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, une réflexion qui était très claire
Et le questionnement s'est bien posé et les réponses ont été très claires par rapport à ça. Je veux voir si je peux avoir l'amabilité de vous le relire encore pour que notre peuple puisse comprendre ce qui se dit. La réflexion réalisée par Sa Majesté Tiken Zinga Ier disait ceci. Pourquoi le peuple Congo a raison? Le peuple Congo, dans sa diversité, a eu raison de reprendre sa liberté, car la République française de Mossi-Brazzaville, ex-Congo-Brazzaville, créée le 28 novembre 1958, n'a jamais été une nation. Comprenez ça, chers amis? En effet, en 1887, c'est déjà après la signature des contrats ancestraux. Les contrats ancestraux réalisés par les ancêtres Congo, ça s'est réalisé entre 1880 et 1884, tout juste avant la conférence sur le Congo avec K, cette conférence que vous appelez la conférence de Berlin. Tout indique que cette conférence, c'était la conférence sur le Congo avec K. Comment les non-noirs se sont mis à partager les ressources naturelles des Congos et de travailler sur l'égrégore de la spiritualité Congo. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous étions là. En effet, et puis vous savez que lors de la conférence sur le Congo en 1984, entre 1984 et 1985, il y a eu la signature d'un, ce qu'ils appelaient Congo Conference Act. Congo Conference Act, en allemand. Congo avec K, signé. Là où ils ont mis le règlement intérieur, la loi, comment se partager les richesses des territoires Congo. Est-ce que vous comprenez? Donc il disait en effet, en 1887, la France, par la plume de Renan, a synthétisé la conception de la nation. Une nation, c'est pour nous une âme, un esprit, une famille spirituelle, résultant dans le passé des souvenirs, des sacrifices, des gloires, souvent de deuil et de regrets communs, dans le présent du désir de continuer à vivre ensemble. Ça, c'était la définition de la nation. D'où les interrogations suivantes aux réponses évidentes. Nos ancêtres Congo connaissaient-ils les Mossi? La réponse est non. Quand nos ancêtres ont signé ces contrats entre 1880 et 1884, il n'y avait aucun Mossi, aucun nordiste. Ça, il faut que ça soit très clair. Comprenez? La falsification de Pompidou sur les terres Congo a été dévoilée. Chaque fils, chaque fille Congo connaît désormais la vérité. Si vous connaissez la vérité, allez, travaillez dans le sens de la vérité. Pourquoi vous voulez travailler dans le sens inverse des écoulements? Pourquoi vous voulez travailler dans le sens des frottements, dans le sens de la résistance? Comprenez ça, chers amis? Surtout qu'il s'agit ici des questions d'intérêt général. Nos ancêtres Congo connaissaient-ils les Mossi? La réponse c'est non. Nos ancêtres n'ont jamais connu le Mossi. Les Mossi ont-ils la même histoire que les Congos? La réponse est non. Les Mossi n'ont pas la même histoire que les Congos. Les Congos, c'est immigrés de la colonisation française sur les territoires Congo. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas la même histoire. Nous ne sommes pas un même peuple. Nous n'avons pas le même ancêtre. Comprenez ça, chers amis? Quelle serait la langue véhiculaire parlée par les Mossi? Est-ce que le Congo? La réponse est non. En avril 1959, soit 4 mois après la proclamation de la république des cafards de Mossi-Brazzaville par la France, les Mossi n'ont-ils pas déclenché une guerre contre les Congos? La réponse est oui, la guerre de 1959. Ce sont les Mossi, les nordistes, qui ont déclenché cette guerre contre les Congos. Donc, ils étaient déjà là, ils ont voulu conquérir les terres Congo depuis très longtemps. Ils ont toujours voulu contrôler les ressources naturelles de Congo depuis très longtemps. Cette guerre ne se poursuit-elle pas aujourd'hui sous différents variants? Oui, mais cette guerre se poursuit sous différents variants. Ils vous ont imposé la guerre silencieuse, la guerre secrète, ça c'est connu. Les opérations Moebara, ça c'est connu. Les empoisonnements des eaux, ça c'est connu. Le tronçonnage des arbres fruitiers, ça c'est connu. Comprenez ça, je veux bien? La destruction des hôpitaux, ça c'est connu. Le fracassement, comme on dit, l'engloutissement de tous les emplois, ça c'est connu. Le paiement
La colonisation intérieure, ça c'est connu. Et encore les déchets toxiques, les déchets nucléaires, ça c'est connu. Le pillage d'argent, ça c'est connu. Avec leur police des cafards. Hein? C'est connu. Comprenez ça, cher ami. Au regard de tout ce qui précède, qu'on dise maintenant pourquoi reprocher le peuple Congo d'avoir repris irréversiblement sa liberté le 7 juin 2020 et le 21 mars pour ensuite mettre en place la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Donc personne ne peut nous reprocher de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très clair. Notre peuple, ceux qui résistent à des questions d'intérêt général, à la survie du Congo, à notre survie, ils ont donc quel argument pour pouvoir s'opposer à ça? Alors, donc, si ces gens-là ne sont pas les traites, ne sont pas des vendus, bon, ce qu'il leur reste à faire, c'est de faire allégeance. À bon entendeur, salut. Mukongo kele kilimbanzao, mukongo kele kokoko kombitadi, kokoko kombitadi, kokoko kombitadi. Matondo na ngwilu ya mbote, abu pia.